Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être venus à cette rencontre exceptionnelle. Et sans plus attendre, je vous demande d'accueillir la réalisatrice Jeanne Herry. La scénariste Gaëlle Massé. Et le chef opérateur Nicolas Loire. Bienvenue à tous les trois. Merci. Alors Jeanne, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Marché est arrivé, puisque c'est votre tout premier film? Oui, tout à fait. Eh bien, en fait, moi, je faisais plutôt du théâtre. J'étais au conservatoire, j'ai commencé à faire de la mise en scène de théâtre. Et puis après, j'ai écrit un livre qui s'appelait... Mes premiers pas dans l'écriture, c'était un livre qui s'appelait 80 étés. Un petit livre, un récit un peu. Après, je me suis lancée dans l'écriture de Elle l'adore. Et c'est une écriture qui a été très longue, mais à la fin de ma première version de scénario, j'ai trouvé une productrice qui m'a dit « mais il faudrait d'abord que tu fasses un court-métrage ». Et donc, ça a pris beaucoup de temps. J'ai écrit Marché, pas tout de suite. Et j'avais d'abord écrit un truc qui s'appelait Cours de conduite, qui se passait dans une voiture. Et on m'a dit « mais c'est super, mais du coup, tu vas te coincer dans une voiture, quoi. Ça va être ta première réalisation et tu veux pas faire un truc un peu plus… » Et c'est vrai que je m'étais arrangée pour pas du tout me frotter à ce que c'était que une réalisation, on va dire, un peu plus ambitieuse. Et du coup, en contre, au lieu de faire ça dans une voiture, je me suis dit, je vais partir marcher. Et en fait, j'ai fait un petit portrait en creux de ma mère. Voilà. Voilà comment est né Marché. Et quand je le vois, je me suis dit, putain, mais on a eu plein de moyens déjà. C'est vrai qu'on s'est fait prêter plein de trucs, des grues, des machins. J'ai essayé plein de choses sur la mobilité. Et puis, je suis super heureuse. Il y a ma mère, il y a mon fils, il y a Grégory Gadebois qui crève l'écran déjà. Voilà, c'est marrant de revoir ça. En le revoyant aujourd'hui, 3 longs métrages plus tard, est-ce que vous avez l'impression d'y voir déjà vos futures obsessions ou préoccupations, ou au contraire, vous êtes totalement éloigné de cette première réalisation? Totalement, c'est impossible, mais c'est sûr que ce truc sur la mobilité, là, je me suis plus coincée dans des bureaux après. Mais non, le truc qui reste vraiment, c'est l'amour des acteurs, je pense. Et puis, il y a le compositeur qui est là, qui est celui aussi déjà qui a composité, comme on dit, la musique de Marché qui a composité aussi toutes les autres musiques de films. Quand on fait une erreur, je pense qu'il faut s'obstiner. Moi, c'est ma politique. Et donc voilà, Pascal Sangla qui était au conservatoire avec moi, qui était tout jeune aussi, je crois que c'était une de ses premières musiques de film, et après on a beaucoup travaillé ensemble. Mais non, en fait, si je dois relier voilà, ma petite carrière, en termes de veine d'écriture, Marché, c'est vraiment dans la droite ligne de 80 étés, le livre dont je vous ai parlé avant, c'est-à-dire vraiment sur une veine, je pense, plus intime, pas sensible, parce que les autres trucs sont sensibles aussi, mais où la matière biographique est plus en avant. Plus le temps passe, plus je fais des films où la matière biographique est là, mais elle est très, 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 très planquée, de plus en plus loin, on dirait. Là, ouvertement, et 80 étés et Marché, la matière biographique, elle est très en avant, et c'est pourquoi on s'était dit, à la demande, c'est pas moi qui ai voulu, qu'on allait faire lire par une actrice quelques extraits de 80 étés, pas très longtemps, parce que c'est exactement dans la même veine. Et après, en fait, moi, j'ai écrit Marché, j'ai écrit 80 étés, j'étais vraiment saturée de moi-même comme sujet. J'avais pas arrêté de dire « je ressens, je pense que, je me souviens, je machin » à 25 ans. Bon, en même temps, ça fait que c'est un livre court, du coup, comme c'est une autobiographie à 25 ans, bon, une bonne copie double. Et j'étais vraiment saturée de moi-même, et je me suis dit, mais en fait, j'ai écrit un livre que j'aurais jamais eu envie d'aller acheter à la librairie moi-même. Donc, parce que moi, je lis que des romans assez foisonnants, un petit peu comme ça. Et je me dis, il faut que j'aille me confronter à d'autres choses. Est-ce que je suis capable vraiment d'écrire de la fiction et tout ça? Et donc, j'étais partie sur Elle l'adore, un polar, une structure un peu plus charpentée, on va dire, dans la narration, un récit un peu haletant, j'espère. Mais du coup, j'ai quand même fait un court-métrage qui ressemble un peu à 80 étés. Voilà. Et donc, on a fait venir Sarah-Jeanne Driot. Absolument. Qui va venir vous lire donc, un extrait de 80 étés.
Sarah-Jeanne, est-ce que tu veux J'ai pas reconnu ta voix. Pep. Est-ce que tu veux que je dise un petit peu le fil rouge du livre? Oui. Ouais. En fait, c'est donc sur moi, sur moi, ma famille, et le fil rouge, c'est vraiment un portrait en creux, donc c'est très fragmenté. Mais il y a une espèce de petit fil rouge qui est mon grand-père, c'est la vie de mon grand-père, par touche, par petits chapitres. Tout petit chapitre, mais on n'a pas choisi d'extrait, donc ça n'avait pas d'intérêt, l'info que je viens de vous donner, parce que vous n'allez pas en entendre parler, visiblement. Vous allez plus entendre parler de moi. De toi. En même temps, c'est le sujet du soir. Ouais. Merci Sarah-Jeanne d'être là. La vie, c'est 80 étés, en moyenne. Cela m'a frappé il y a 3 ans. Je me souviens très précisément quand. 80 étés. Je pourrais dire 80 hivers, 80 printemps. Je pourrais le dire, mais ce n'est pas ce qui m'a frappé il y a 3 ans. La vie, ma vie et aussi celle de maman, c'est 80 étés. Et ça, c'est frappant. C'est peu. Je pourrais dire aussi, mais cela n'engage que moi, la vie, c'est 900 chaussures, 450 paires, en comptant les chaussures ordinaires, les souliers, les baskets, les chaussons, les tongs, les bottes en caoutchouc, les chaussures de ski, les moon boots, les espadrilles, les nouilles, les palmes et l'unique paire de chaussures de bowling que j'ai jamais portée. Si je participe un jour à une émission de télévision qui aura pour objet de fouiller dans mon passé et de convoquer mes fantômes en chair et en os sur le plateau, si l'animateur ouvre un rideau derrière moi, que je me retourne et que je vois alignés, non les vieux enfants de ma jeunesse, mais toutes les chaussures que j'ai portées depuis ma naissance, les vraies, celles que j'ai vraiment portées, je pleure. Et ma mère aussi, peut-être. La vie, c'est 80 étés et pas plus, ou pas beaucoup plus. Cela m'a frappé il y a 3 ans, je m'en souviens très précisément. J'étais dans une voiture. C'était l'été, on roulait dans la campagne avec Judith. On allait retrouver Olivia, une amie, à Ruffec. 80 étés. Je l'ai pensé, je me suis enfoncée dans le siège du mort, à l'avant, et je l'ai dit à Judith. Elle a été très réceptive. Peut-être même qu'elle s'est enfoncée derrière le volant, tout en regardant la route ou le rétroviseur. Elle comprend ça, Judith. On s'aime pour ça aussi. C'est une histoire d'amitié. Je cours, je tape, je pédale. Dans la vie, je transpire beaucoup. Parfois, j'ai l'impression d'être une dynamo de vélo. J'aime beaucoup le principe de la dynamo. J'aurais bien aimé l'inventer. Si j'avais une case pour la physique dans mon cerveau, ça aurait pu être dans mes cordes. Mais je n'ai pas de case pour la physique dans mon cerveau. Cette lacune est un héritage familial. Dans mon cerveau, je n'ai qu'un nid de poule pour la physique. Dedans, il y a de l'eau salée, des cailloux, le principe des aimants et la conscience que mon corps est conducteur d'électricité. Comme l'eau, comme le métal. Je ne suis pas en bois. Le type qui a inventé la dynamo avait une case pour ça, et il devait toucher sa bille en bricolage. J'ai l'impression d'être une dynamo. J'ai des mollets vigoureux qui pédalent pour faire marcher la lumière. Si j'arrête de pédaler, la lumière s'éteint. C'est la nuit. Faire du vélo dans le noir, c'est trop dur, je m'arrête. Je n'avance plus. Je préfère me laisser tomber dans le fossé. Si j'arrête de pédaler, la dynamo s'essouffle et meurt. J'ai 24 ans. Je trépigne. Si j'arrête, je vais mourir. Si je ne fonce pas tête baissée, je ne sais plus comment respirer, je m'essouffle. La mécanique s'enraye, je ne respire plus. Je tombe dans un fossé profond, humide, fougère. L'avantage dans tout ça, c'est que personne ne pédale pour moi, je m'allume toute seule. C'est bien. Et comme je suis entourée de personnes prêtes à réparer ma dynamo en cas de pépin, à dégager le chemin devant moi, à m'aimer dans les côtes, c'est bien. Donc pour l'heure, je dois travailler beaucoup et être fatiguée le soir, voir des gens, rire, passer en coup de vent dans ma chambre, avoir des coups de barre dans la journée.
c'est comme ça. Je parcours plusieurs kilomètres en danseuse. La dynamo frotte fort et vite. L'ampoule est vive, je vis et je n'ai pas envie de m'arrêter. L'inconvénient de tout ça, ce n'est pas de pédaler et d'éclairer la route, c'est de ne pas savoir où je vais. Quand j'aurai fait Paris-Lyon, Lyon-Bordeaux, Bordeaux-Strasbourg, Strasbourg-Nantes, et qu'enfin je serai face à la mer, je serai peut-être lasse de trépigner. Et calme, apaisée, je fixerai sûrement un siège pour enfants sur mon vélo. J'y mettrai mon petit bouchon et nous reprendrons la route. À 3 minimum, avec une belle dynamo sereine, régulière, fragile, lumineuse. Dans ma chambre, il y a une très petite chaise en bois clair. Sur le dossier, mon prénom, Jeanne, est écrit à la peinture blanche. Une chaise sur laquelle peut s'asseoir une toute petite personne. Ma sœur, de 4 ans mon aînée, Angèle, a son prénom aussi. Ces 2 chaises nous ont suivis dans chacun des déménagements de notre vie. J'ai une photo de moi assise sur ma chaise, faite pour mes fesses d'enfant. J'ai l'air très jeune. Cela doit faire à peine 4 ans que j'aime ma mère. J'ai des lunettes rondes et vertes. Je suis sur un plateau de cinéma. C'est sur cette chaise que j'ai découvert ce silence-là. Ce silence qu'on demande poliment. S'il vous plaît. Assise sur ma jolie petite chaise en bois clair, j'ai vu une foule de gens produire un silence électrique. Quelqu'un demande ce silence. D'autres prennent le relais. Talkie-walkie, porte-voix, crient. Et 40 personnes se taisent enfin. Regardent, se regardent, écoutent, sourient. On n'éternue pas. Personne ne lésine sur ce silence-là. Au cœur du blanc, le clap sonne, un son sec, qui donne envie de se lever sans faire grincer le bois clair, de le saisir et d'être chargé de ça. À 4 ans, on peut assurer sa partie de silence et claquer le clap. Puis les acteurs parlent. Leur voix est si frêle dans le silence puissant, et belle, nette, essentielle. Maman travaille dans le blanc. Elle est de ceux qui ne doivent pas se taire, qui doivent avoir la force de parler, de quitter le confort grisant de ce silence de feu. Là, tout peut arriver. Tout arrive. Un avion, par exemple, qui vient briser la chaîne des muets. Alors, l'homme du son dit « avion !» Et tout est à refaire jusqu'au prochain « coupé !» Coupé. Les acteurs cessent de jouer, les autres de se taire. Chaque maillon reprend son métier propre pour lequel il est payé, en plus du travail de faiseur de silence. Un beau travail. Revient le brouhaha où maman peut ne rien dire et reprendre son souffle. Je suis assise sur ma chaise, je regarde. J'ai été un bon maillon moi aussi, très attentive. Les 40 travailleurs me permettront de revenir. On pliera ma chaise dans un coin jusqu'au lendemain et celle d'Angèle. Ces chaises nous ont suivis sur chacun des tournages où nous sommes passées petites. Des films nous doivent une partie de leur silence. Regardez la photo. Ma bouche est close. Demandez à la script qui nous a offert les chaises. À l'origine, des chaises de pêcheurs. Des chaises qui ont voyagé du bout de la jetée jusqu'au plateau de cinéma. 2 endroits de vie où le silence est vital. 2 endroits où l'on peut vous regarder droit dans les yeux et sans ciller, vous demander « silence, s'il vous plaît ». J'ai 2 sœurs, une petite et une grande. Vanille en avait 5, j'en avais 15. Elle a demandé « c'est quoi le charme ?» Sa mère a réfléchi, puis elle a répondu à Vanille que les gens qui avaient du charme n'étaient pas forcément très beaux, mais qu'ils avaient du chien, de la personnalité, drôle, intelligent, et que ça les rendait séduisants, et que c'était formidable d'avoir du charme, que c'était mieux que d'être beau, plus original et très bien, comme Jeanne par exemple. L'adolescente que j'étais avait bien entendu, pas forcément très beau, formidable et original aussi. J'avais des lunettes, 10 kilos de chair embarrassante en trop, et j'avais bien entendu. J'ai même dit oui. J'y étais allée de mon petit couplet, c'est moi qui avais dit drôle et intelligent. Ce n'est pas moi qui avais dit comme Jeanne.
Mais c'était un compliment, alors j'ai dit oui. Notre explication n'était pas mauvaise. Je pense qu'à l'époque, Vanny a bien compris. En tout cas, elle n'a pas moufté. Elle a peut-être regardé sa grande sœur, fière représentante du charme dans cette voiture, et elle s'est peut-être demandé si c'était tellement formidable d'être pas forcément très beau à 15 ans. Peut-être a-t-elle vu une pensée aérienne traverser ma tête, passer juste derrière mes lunettes. J'aimerais bien être un peu plus beau et moins forcément original. Je suis sur une bascule. J'ai un pied de chaque côté de la planche. Elle tient en équilibre sur un tronc d'arbre coupé. Du côté où je m'apprête à basculer, puisque lentement et mine de rien je donne un peu plus de poids, il y a la suite. L'après-moi. L'âge des femmes et des adultes. L'horizon est dégagé, tout est à faire. Il faut prendre l'espace et pas toujours en courant, construire, pas toujours solidement, saisir des bras, donner des baisers, faire le dos rond parfois. J'accoucherai, sûrement. Il y aura de beaux étés. Je passerai du bon temps. Merci beaucoup, Sarah-Jeanne. On va pouvoir parler cinéma maintenant. Alors, je vous propose qu'on apprenne un peu mieux à vous connaître tous les trois. Gaëlle Massé, donc vous êtes scénariste. Vous avez notamment coécrit plusieurs films avec Rebecca Zlotowski. Et avec Jeanne Herry, vous avez coécrit Elle l'adore. Et vous êtes consultante aussi sur ces autres films. Vous avez été consultante sur ces autres films. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment vous avez été amenés à travailler ensemble et pourquoi cette collaboration perdure aujourd'hui ? J'ai rencontré Jeanne par l'intermédiaire d'un de nos amis communs, qui est scénariste, le scénariste et réalisateur d'ailleurs Jean-Luc Gaget, Jeanne avait écrit Elle l'adore, elle était en train de le financer et le financement prenait un peu de temps. Il y avait le désir d'avoir, il y a très longtemps qu'elle portait ce projet, et il a pensé, me connaissant et connaissant Jeanne, il avait travaillé avec nous deux, que peut-être ce serait intéressant que je le lise. Et je me souviens, mais alors extrêmement bien, du premier rendez-vous dans un café. J'avais donc lu le scénario et on a commencé à parler du chanteur d'Elle l'adore, du genre du film, et je crois que notre conversation a été très vite évidente, je ne sais pas très bien comment dire autrement. Et donc on a travaillé ce scénario en Bretagne, à Paris. On a réécrit un peu. Il y avait déjà tout. Il s'agissait, je pense, de soutenir peut-être un peu le genre, la comédie policière, peut-être de... Dans mon souvenir, mais c'est quand même un peu ancien, je crois qu'on avait travaillé la figure du chanteur. Je crois que la première fois que j'ai lu le scénario, je ne savais pas que Jeanne Herry était la fille... je ne le savais pas. Et je lui ai dit... La fille de Julien Clerc. La fille de Julien Clerc. Je ne savais pas si j'avais le droit de le dire. Oh bah si, maintenant tout le monde le sait. Non, mais c'est une vérité. Et on arrive au café, parce que Jeanne rougit beaucoup, peut-être moins. Et je lui ai dit ce que je trouve incroyable. Je lui ai dit non mais il est vraiment bien le scénario, ils auraient dû te donner les financements, il y a une chose qui est si juste, c'est ce chanteur populaire, comment tu peux avoir capté si bien mais je vous jure que c'est vrai, vraiment c'est parfait, et les fans, et tu connais très bien, et le chanteur j'y crois complètement. En revanche il va falloir qu'on voit comment on peut l'amener à couvrir le meurtre qu'il couvre, et comment il peut entraîner le personnage de Sandrine Kiberlin. Et là Jeanne devient tout trop. Je ne suis pas sûre qu'elle me l'ait dit là. Je crois que c'est Jean-Luc Gaget qui m'a dit « Mais quoi, tu ne savais pas ?» Et je lui ai dit « Ben non, je ne savais pas. » Voilà. Et après, donc on a le film... elle a rencontré Sandrine Kiberlin, elle a rencontré Alain Attal. Elle a pu faire le film. Je me souviens très bien d'avoir vu Marché. Le film a été la réussite que l'on sait. Et ensuite...
Jeanne m'a proposé, elle avait écrit Pupille, elle écrit comme vous venez de l'entendre, et j'ai été très heureuse de pouvoir être comme une première lectrice en fait, et ça a été le cas sur Pupille et après sur Je verrai toujours vos visages. Voilà ce que je peux dire. Oui, tout à fait. Et j'ai beaucoup de chance. Voilà. Les films ont été des très grands succès, donc ça a mis en valeur ma collaboration. Mais voilà. Bien sûr, c'est vraiment ma précieuse consultante, vraiment très précieuse sur chaque projet. De son œil, je suis dans une forme de solitude dans l'écriture assez longtemps. Et j'arrive généralement à Gaëlle à la 2e version de scénario, ou 3e, ou 15e, pour elle l'adore, et c'est pas une blague, vraiment 15, et à chaque fois elle arrive à un moment donné où je suis en fin de marathon et où je suis un peu épuisée et où je manque de recul, et vraiment son œil, c'est quelqu'un qui comprend ce que j'écris et ce que je veux faire, surtout, c'est ça qui est très important, et donc elle comprend ce que je veux faire, donc elle comprend aussi là où c'est pas encore tout à fait là, et ça c'est... Ça, voilà, j'ai pas d'autre mot que précieux. Merci. Nicolas, vous êtes chef opérateur. Vous avez travaillé notamment avec Cédric Jiménez sur Novembre, Thomas Bidguin sur Soudain Seul, et vous avez aussi été le chef opérateur de Je verrai toujours vos visages, le dernier film en date de Jeanne Herry. Comment vous avez été amenés à collaborer ensemble, et est-ce que ça s'est bien passé? Très bien. Alors moi, j'arrive au 2e marathon, qui est après le marathon de l'écriture, qui est le marathon de la préparation. Et Jeanne, on se connaissait avant sur une... je tournais une série qui s'appelait Vous les femmes, avec Judith et Olivia. Olivia Cotte et Judith Siboni, une petite série humoristique, voilà, assez hilarante sur Teva. Voilà. Et la première fois que j'ai rencontré Jeanne, c'était quelques jours comme ça, et elle en tant que comédienne et moi en tant que technicien. Et sur le tournage de Novembre, je me souviens d'une journée où... Hugo Sélignac, le producteur, on tournait et m'a parlé du prochain film de Jeanne que lui coproduisait. Et il m'a proposé de le lire et j'ai dit oui. Enfin, voilà, c'est bête à dire, mais j'ai tout de suite dit oui. Je suis disponible. Avant d'avoir lu, parce que j'avais vu les films de Jeanne avant et je me souvenais aussi de la personne qu'elle était sur le tournage. Et oui, c'était un très beau souvenir de travail surtout. Et oui, comme je le dis, j'arrive, moi, une fois que l'écriture a pris plusieurs mois ou plusieurs années, et là, la collaboration commence, et moi, j'essaie de rentrer dans sa tête et d'essayer de retranscrire le mieux possible ce qui est sur texte pour le traduire à l'image. Alors, on va traverser toute votre filmographie. J'espère que vous avez du temps. Il y a quand même 3 films. Et on a déjà commencé à le faire un petit peu. Mais en essayant d'isoler un petit peu les thèmes les plus récurrents dans votre filmographie et dans votre travail, je pense qu'il y a déjà le thème de la parole, qui était aussi l'objet de la leçon de cinéma qui a été donnée hier sur votre travail. Et puis, il y a aussi la thématique du lien. Le lien filial, on l'a vu, le lien adoptif, le lien d'idolâtrie entre un chanteur et sa fan, et le lien réparateur qu'il peut y avoir dans Je verrai toujours vos visages. Est-ce que c'est une lecture qui vous paraît juste, et pourquoi cette thématique précise vous intéresse autant ? Oui, c'est vrai que le lien m'intéresse, toute forme de lien, c'est vrai que c'est ce qui m'intéresse. Parce que, je ne sais pas, parce que moi, je me suis rendu compte très vite que mon rapport, mon bien-être dans la vie, la façon dont j'allais pouvoir traverser l'existence de manière heureuse, était très conditionné à la qualité des liens que j'avais avec les autres, en fait. Contrairement à certaines personnes, et je les comprends, mais moi, j'ai pas eu cette histoire-là. Pour moi, les autres, c'est la potentialité du bien-être et du bonheur, en fait. Les bonnes rencontres, les liens sains, enrichissants, le dialogue, les alliances, voilà, les liens d'amitié, les liens amoureux, les liens professionnels, les liens de famille, tout ça me passionne. Du coup, c'est vrai que la camaraderie, donc c'est vrai que c'est ce que j'aime le mieux, aller étudier les liens, essayer de les raconter.
le mieux possible. Et c'est vrai que ça passe beaucoup par la parole. Ce sont effectivement j'ai un goût assez prononcé pour les dialogues et pour le jeu des acteurs. J'ai l'impression que je produis des scénarios qui sont des partitions à jouer, des films à jouer pour les acteurs. Vraiment, c'est mon but, et ça conditionne aussi mon plaisir de spectatrice et de réalisatrice que de travailler avec eux. Donc, leur donner des choses intéressantes à jouer avec, si possible, c'est vrai que c'est assez bavard et c'est pas hyper minimaliste comparé à un marché qui l'est plus, si on peut dire. Non, après, oui, la parole, c'est les séquences que j'aime le mieux écrire et mettre en scène, et ce sont les séquences d'action psychologique où l'action progresse par le verbe et par la prise de parole. Quand dire, c'est une action. Faire en sorte de trouver des situations où on n'est pas dans le bavardage, encore que parfois c'est génial de faire des belles scènes de bavardage et des discussions, mais j'essaye beaucoup de trouver des situations qui permettent d'écrire des scènes où le verbe est une action forte. Réfléchir, dire, trouver les mots, réceptionner ça, et ça se voit beaucoup, surtout dans les 2 derniers films, je crois. Mais aussi Elle l'adore, parce que j'avais fait Elle l'adore pour la scène de garde à vue. J'ai vraiment écrit, il y a une scène assez longue de garde à vue avec Sandrine Kiberlin. J'avais vraiment écrit le film pour cette scène de garde à vue où elle se défend, elle survit grâce à son imagination et à son rapport aux mots et à la parole. Alors j'ai vraiment hésité au moment de choisir les extraits entre cette scène de garde à vue et une autre que vous allez donc découvrir ici ou redécouvrir. Malheureusement. Mais c'est vrai que Sandrine Kiberlin est époustouflante dans tout le film. Et donc là, c'est un film qui est sur la parole et la communication, mais un type très spécifique de communication, parce que c'est le mensonge, en fait. Et on a ce personnage qui est plutôt mythomane et qui est voilà, et qui est amené à mentir aussi pour couvrir ce chanteur joué par Laurent Lafitte, qu'elle admire énormément. Et donc j'ai choisi de vous montrer la scène qui arrive pile au milieu du film et qui révèle un petit peu de nouvelles informations sur tout ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ça? Ils ont retrouvé le corps dans une forêt du Périgord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas pu faire ce que vous m'aviez demandé. Pourquoi? Parce qu'à la frontière, les voitures étaient fouillées. Alors, j'ai pas pu continuer, c'était trop risqué. Et j'ai regardé dans le coffre et putain. Vous avez dit de pas regarder. Mais quand j'ai vu qu'ils arrêtaient des voitures, il a bien fallu que je sache qu'il y avait dans le coffre. Il fallait me prévenir. Quand je vous ai eu au téléphone, vous aviez déjà fait demi-tour, vous m'avez dit que tout allait bien, vous êtes complètement folle. Vous voulez pas vous inquiéter, j'ai trouvé une solution. Quelle solution? Moi, je vous avais demandé de conduire une voiture. Vous avez enterré un cadavre. Vous avez enterré un cadavre pour moi. Vous êtes complètement folle. Mais arrêtez de dire que je suis complètement folle. Vous croyez que vous valez mieux que moi? C'est vous qui êtes venu ici avec un cadavre, et vous me connaissez pas. Vous m'avez dit que c'était un accident, moi je vous ai cru. Je vous ai fait confiance, et vous aussi vous m'avez fait confiance. Je vous avais promis de vous sortir du pétrin. Vous comprenez pas que vous m'y avez enfoncé? Jusqu'à hier, tout était possible pour expliquer la disparition de Julie. Normalement, elle devait être incinérée par ma sœur. On n'aurait jamais retrouvé le corps et ça serait tassé. Maintenant, c'est moi qui suis dans la ligne de mire. J'ai les flics au cul toute la journée. S'ils remontent jusqu'à vous, je suis foutu. Mais ils remonteront pas jusqu'à moi. Ah ouais, qu'est-ce que vous en savez? Comment vous savez que personne n'a vu votre voiture près de la forêt? Parce qu'il faisait nuit. Parce que s'il y avait eu une voiture à proximité, je l'aurais vue. Parce que j'ai fait très attention. C'est vraiment Sandrine qui me fait rire, là. Elle est géniale. Elle est très drôle. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette figure du fan? Parce que vous l'avez déjà expliqué un peu avec le personnage du chanteur, d'où ça venait. Comment vous êtes arrivé à ce personnage incroyable de Sandrine Kiberlin qui est prête à tout En fait, à la base, je ne savais pas quoi écrire et on s'est mis à une terrasse de café avec un copain. Et en fait, j'avais écrit un tout petit court-métrage. Bon, pour le coup, c'était vraiment un truc que j'avais tourné vraiment à l'arrache à la Fémis, etc. C'était un personnage de mythomane. Je me suis rendu compte que moi, les mythomanes, bon, c'est un tort, hein, mais ça me fait rire. Donc, c'est une pathologie. Enfin, c'est grave, hein, c'est sérieux. Hein, mais moi, ça me fait rire quand même. En tout cas, c'est
réjouissant à écrire, évidemment, quelqu'un qui ment, c'est comme Serge Le Mito, enfin, c'est hyper marrant à écrire. Donc, on s'est mis une terrasse de café et on avait mis dans notre liste qu'est-ce qu'on aimerait bien voir dans le film. On avait mis un personnage de mythomane. Et c'est vrai que après, je suis partie sur cette histoire de chanteur, de cadavre, à qui un chanteur pourrait demander, pour qui on cacherait un cadavre. C'est le genre de question qu'on se pose de temps en temps. Non, vous la posez pas, vous? Ouais. Bon, ça arrive, si, non? Bon. Ouais, voilà. Et je m'étais dit, une fan, tel que le genre de fan que moi j'ai rencontré par le biais de l'immense célébrité de mon papa qui avait quelques fans. Il avait beaucoup d'admiratrices et d'admirateurs, mais des fans, des vrais fans, des fans qui sont des collectionneuses, des femmes qui suivent, qui viennent à tous les concerts, qui collectionnent tout. Ça, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Évidemment, il y en a, mais donc c'est ce type de personnalité que j'avais croisé. Je trouvais ça intéressant. Je me dis, elle l'aurait fait sans problème. Hein. Et moi j'avais éprouvé, en fait c'est parce que moi je l'ai éprouvé, ce lien de fanitude. J'ai eu une professeure au conservatoire qui s'appelle Muriel Mayette, je l'ai eu quelques mois, d'ailleurs elle est dans le film, elle fait la femme de ménage gouvernante du chanteur, c'est une grande actrice, Muriel Mayette. Elle avait donné un atelier quand j'étais élève. J'étais devenue zinzin de cette femme. C'est-à-dire que j'avais éprouvé une espèce de passion adolescente, comme on peut éprouver pour des professeurs. Je la trouvais tellement géniale. Et à un moment donné, je me suis dit, là, t'es complètement t'es complètement fan, en fait. Et je m'étais dit, elle, c'est fou. Je pense que si elle me disait, ouais, Jeanne, je suis dans la merde. Est-ce que tu peux amener cette paire de chaussettes demain à Marseille ? C'est pas grand-chose, tu prends ta voiture, tu vas à Marseille, tu déposes la paire de chaussettes, tu reviens. J'aurais dit, mais sans problème, Muriel. Mais il n'y a pas de problème, je vais faire ça, moi. Et donc, ce truc-là, je l'avais éprouvé de l'intérieur et je m'étais dit, ouais. En fait, pourquoi non ? Bon, après, j'ai un peu chargé la mule. Elle est fan et elle est mythomane. Bon, j'ai fait rencontrer des trucs. Hein, j'ai additionné des problématiques pour qu'arriver à cette scène de garde à vue, finalement, l'idée, c'était de former un duo, comme un duo de comédie mal assortie, c'est-à-dire un boulet et en fait, le boulet, il va devenir celui qui sauve tout le monde. Et puis sa pathologie va devenir sa force, parce que dans la garde à vue, finalement, elle va s'en sortir grâce à ça, à son aplomb, à sa capacité de rebond et d'imagination. Donc voilà, c'était plein de petits trucs comme ça. J'ai vraiment dévié de votre... Non, c'était parfait. D'accord. Merci. Et donc, on arrive à cette scène au milieu du film. On pense qu'elle a fait exactement ce qu'il lui avait dit de faire, qu'elle a réussi à traverser la frontière avec cette voiture, avec donc le cadavre à l'intérieur, que tout s'est bien passé. Une paire de chaussettes. Voilà. Et en fait, on découvre à ce moment-là, à travers le dialogue et le montage, que non, pas du tout, et qu'elle lui a menti aussi. Comment est arrivée cette idée de mettre ce twist-là au milieu du film, à l'écriture? Il fallait que ça lui retombe dessus, forcément. Oui, lui, il tue accidentellement sa meuf. Il a un cadavre sur les bras. Il décide de la confier. Il élabore un plan complètement con, hein, mais possible. Il confie une voiture. Encore une fois, il confie pas un cadavre enterré. Il confie une voiture avec un corps à transporter, sauf qu'elle n'est pas censée savoir que c'est un corps. Et puis, évidemment, qu'il ne peut pas se passer ce qui devrait se passer dans son plan rêvé. Sinon, c'est pas marrant, ce film. Donc évidemment, qu'elle fait pas ce qu'il lui a dit, qu'elle fait un peu à sa façon, et que du coup ça va finir par lui retomber dessus à lui, et que quand ça lui retombe dessus à lui, il va finir par essayer de la plomber elle, forcément. Donc c'est elle qu'on met en garde à vue, mais voilà. Et cette scène, en fait, c'était constituer un duo mal assorti, un chanteur, une fan, et qui vont très très peu se voir. Ça serait une comédie, on les mettrait en road movie les deux dans une voiture, et puis ils partiraient en voyage, et puis ils s'engueuleraient, puis en même temps ils se trouveraient des atomes crochus, et puis voilà, ça ferait un film super. Et là, l'idée, c'était un duo qui est contrarié par les événements, qui ne peut pas se voir. Et en fait, du coup, ils avaient très peu de scènes ensemble. Ils en avaient 4.
dans tout le film. Et ça, c'est la deuxième, je crois, qu'ils ont ensemble. La première, c'est toute entente et douceur. Et la deuxième, évidemment, lui est très, très en colère, parce qu'il comprend qu'elle a fait nimp. Et voilà. Et cette scène était difficile à tourner, très difficile à tourner pour Laurent Lafitte, qui était extrêmement fatigué, qui était entre la Comédie Française, là, etc. Et il a peiné un peu, alors que ça arrive à tout le monde, sur tous les tournages, des moments où c'est un peu plus difficile. En plus, le texte était difficile, je voulais qu'il aille vite, etc. Et évidemment, c'était le jour qu'avaient choisi absolument tous les financiers du film, donc tout Studio Canal, tout TF1, tout machin, pour venir sur le plateau. Et on aurait dit qu'ils étaient au théâtre, ils étaient tous assis sur des chaises comme ça, et ils regardaient les acteurs jouer. Et donc Laurent, qui était un tout petit peu plus à la peine que d'habitude. Et c'était une drôle d'ambiance, du coup. Ça a peut-être contribué à l'énerver suffisamment pour la scène aussi. Et c'est possible. Et donc, vous m'aviez dit que Gaël, c'est un regard précieux qui arrive parfois à la 15e version, vous disiez. Donc vous, Gaël, à ce moment-là, vous arrivez, vous découvrez le script, et quel est votre rôle à ce moment-là pour aider Jeanne à avancer sur Elle l'adore? Sur Elle l'adore, je crois qu'il y avait la question du... Elle s'était déjà partie avec sa productrice Sophie Tepper, qui avait développé le film en financement, et les gens... Jeanne n'avait pas fait grand-chose, et les gens n'acceptaient pas très bien le personnage du chanteur, c'est-à-dire ils le trouvaient noir, ils ne comprenaient pas l'humour de Jeanne, ils ne le lisaient pas encore, non mais c'est vrai, et que c'était une comédie policière. Donc en fait, je crois que, comme souvent le travail de co-scénariste ou de consultant, c'est vraiment rendre vraisemblable, je vais citer Hitchcock, mais rendre vraisemblable l'invraisemblable. Et donc il fallait, et Jeanne est très 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 précise, et donc on s'est juste attaché pour qu'il n'apparaisse pas monstrueux. Ce chanteur qui demande quand même, Jeanne, vous avez parlé du lien, et ce qui est très intéressant, là je viens d'y penser, c'est qu'au fond, Sandrine, il y a un lien totalement asymétrique entre un chanteur très très de succès qui n'est incapable d'aller dire qu'il y a eu un accident. C'est quand même d'ailleurs une victoire de la chanson qui lui tombe dessus, donc c'est le écrasée par une victoire de la musique. Ouais. Donc le succès tue, mais le conjoint. Et il n'est pas capable de renoncer. C'était ça qui était très difficile à faire accepter. C'est comment ce personnage peut-il rester sympathique? D'ailleurs, peut-on être sympathique? Et ça, c'est peut-être une question difficile pour Jeanne. Quand on a autant de succès, à quoi on renonce? Pourquoi il ne va pas à la police en disant il y a eu un accident? Parce qu'il ne peut pas perdre, parce que les gens ne le comprenaient pas, parce qu'il est si célèbre qu'effectivement il va être surexposé, bien plus qu'un autre. Et donc c'était beaucoup sur les équilibres au fond. C'est vrai qu'ils n'ont pas des sur les équilibres, comment sur le lien, et ce lien asymétrique, il fallait aller vers je crois qu'on est d'accord toutes les deux. On ne voulait pas faire un film sombre ou noir ou crado. Il fallait donner une chance à tous les personnages de retomber sur les pieds. Et là, ce que je trouve génial, en fait, je viens d'y penser, c'est que Sandrine Kiberlin répare ce lien asymétrique. Au fond, elle arrive à la fin à le rééquilibrer, et lui, peut-être, apprend quelque chose. Donc, je dirais qu'on a travaillé... parce que l'essentiel des poteaux de slalom était là, les grandes, avec Jeanne, en fait, les scènes sont là, elle lit les dialogues comme elle joue. Jeanne, c'est une actrice, donc elle joue bien, donc on entendait, et peut-être ce que les gens lisaient dans les commissions, sans entendre le ton particulier qu'elle allait, qui est celui de la comédie policière, qu'elle allait y apporter. Moi, j'ai essayé avec elle de dire comment on peut faire entendre ça un peu mieux, je crois. Moi, j'ai pas du tout souvenir de ça, c'est hilarant. Moi, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus travaillé sur la fin, les flics et tout ça, parce qu'en fait, il y a trois personnages principaux, il y a le chanteur, la fan et les flics, parce qu'à un moment donné, il y a une enquête. Et j'ai l'impression qu'on a plus travaillé sur la fin, sur cette fin que j'avais un peu de mal à trouver, mais où effectivement, la dépendance change de camp, parce qu'à la fin, c'est lui qui est dépendant d'elle, et elle est un peu guérie du côté un tout petit peu excessif, parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour ces grandes fans que j'ai rencontrées. J'ai pas rencontré des folles dingues, j'ai rencontré des femmes qui étaient dans l'admiration. C'est pas que des collectionneurs d'autographes, c'est des gens qui aiment une œuvre, qui la connaissent très très bien. C'est généralement ça remplit leur vie. Peut-être que c'est un peu extrême. Voilà, c'est un peu extrême. Mais c'est pas. Enfin, moi, j'ai beaucoup de respect, voilà, pour cette personne-là, et je l'adore, Muriel. Muriel, pour moi, elle est brillante, et d'ailleurs, c'est elle qui sauve tout le monde à la fin. Bon ben voilà, mais on a sans doute travaillé à la fin. Moi, ce dont je me souviens, c'est que peut-être que moi j'ai travaillé à ça sans le montrer aussi. Absolument.
après ce film-là, vous passez à Pupille, qui est un film qui parle d'adoption, avec plein de personnages qui vont traverser un processus d'adoption d'une manière différente. Et là aussi, on est sur un film qui repose beaucoup sur la parole et la communication et comment trouver les bons mots. Et donc j'ai choisi une scène, vous allez le voir, où le choix des mots est très important, mais où tous les personnages ne sont pas forcément en mesure de parler. Bonjour Théo. Je m'appelle Karine. Je suis éducatrice spécialisée. Comme tu le sais, ta maman ne peut pas s'occuper de toi dans l'immédiat. Mais elle nous a chargés de veiller sur toi. Et nous, on est là pour ça. Pour toi. On t'accueille comme tu es. Si ta maman maintient son choix, des personnes vont prendre une décision pour toi. Et tu auras un papa et une maman d'adoption pour la vie. Si elle se rétracte, alors on l'accueillera et on l'aidera à te retrouver et à s'occuper de toi. En attendant cette décision, tu vas aller faire une étape chez Jean. Il va prendre soin de toi. Je peux... Bien sûr. Vous pouvez... Bonjour Théo. Je peux... Bien sûr. Salut mon bonhomme. Que t'es beau, toi, dis donc. Vous m'avez dit avant qu'on arrive ici que à l'écriture, quand Gaël arrive pour vous donner un regard un peu neuf, parfois vous lui présentez plusieurs options. Vous m'avez dit c'est comme si je lui disais choisis entre la robe bleue et la robe rouge et c'est toi qui tranches. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce processus-là dans l'écriture ? Oui, mais je voudrais revenir juste 2 secondes sur cette scène. C'est super que vous l'ayez choisie parce que j'ai voulu faire Pupille pour 2 séquences précisément, entre guillemets, pour celle-ci et la rencontre avec le bébé entre Élodie Bouchez et le bébé. Dans le processus d'adoption d'un pupille de l'État, cette étape où quelqu'un des services, le bébé vient d'être remis à l'adoption par sa maman, vient lui parler pour lui expliquer ce qui se passe, c'est quelque chose que m'a expliqué une éducatrice spécialisée à Brest. Et quand elle m'a dit, ouais, mais non, mais quand je viens les voir et que je leur explique vraiment ce qui se passe, voilà, comme ça, oh, bah, comme ils sont pas comme les autres bébés, souvent, on regarde quand même, ils sont un peu plus suivis, ils ont un peu plus d'examens que les autres bébés, ils sont souvent monitorés, et du coup, j'entends les battements du cœur, ils font tac, 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 tac. Ah bah oui, hein, ah bah oui. Et là, j'ai vu cette scène, quand elle m'a raconté ça, je me suis dit, en fait, ok, il faut que je revienne la voir, il faut que je revienne à Brest, il faut que c'est ça. Le film, c'est ça, c'est exactement ça. C'est les liens d'attachement, c'est les mots, c'est la communication non verbale des bébés, c'est comment on fait le poids des mots, pourquoi ils le reçoivent, qu'est-ce qu'ils reçoivent, puisqu'ils ne reçoivent pas le sens de chaque mot, la grammaire, le verbe. Non, ils ressentent l'émotion qu'on y met, et ils ressentent que tout d'un coup, dans un moment de fragilité intense, d'immense déstabilisation de leur vie, au début de leur vie commence par ce moment de déstabilisation et de flou. Il y a quelqu'un qui arrive avec de la solidité et qui vient, qui pose les mots et qui dit « C'est ça qui se passe, mon grand, tu ne te trompes pas. Il y a quand même un pépin là. Tu sens de l'émotion autour de toi, tu sens un vide, tu sens que les adultes ils sont troublés. C'est ça, mais on est là. Et c'est pour ça que le cœur fait pap, 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 pap. Et alors ça, c'est le réel. Le réel, il est absolument génial. Et après, il y a le film, et c'est là qu'on est au cinéma, c'est que pour faire ça, mais en fait, il faut tout décomposer et tout bricoler. Il faut mettre un bébé qui est tout à fait normal, qui a 6 jours, ok. Il faut lui poser des petits trucs qui ne marchent pas, avec un truc où il n'y a pas de son,
mais quand même où il y aura les petits trucs. Et puis, il faut prendre une actrice qui va dire un texte et qui va y mettre beaucoup d'émotion, beaucoup la charge émotionnelle et de solidité qu'il faut pour les personnages. Mais si on croit un peu ce que le film raconte sur les bébés et sur leur réception des choses, on ne peut pas dire à l'actrice « vas-y à balle ». Sur le bébé, là, toute l'émotion, tu les dégueules dessus, il n'y a pas de problème. Non, on est obligé de filmer Sandrine Kiberlin toute seule, qui met toute la charge émotionnelle possible. Puis le bébé tout seul, avec Sandrine Kiberlin qui fait « bouyouba ». Et puis comme en fait, moi je veux un moment où il bouge, et à un moment donné, je veux un moment où il la fixe, et que ce bébé ne fixera pas Sandrine Kiberlin. Je dis « Madame la maman ». Est-ce que vous pouvez vous mettre à la place de Sandrine Kiberlin ? Et Madame la maman, elle se met, puis elle fait oui. Et moi, j'attends qu'à un moment donné, pendant plus de 10 secondes, il fasse. Voilà. Ça, on assemble. Après, on fait du montage son. On met les tout réuni, ça fait le réel. Mais pour ça, on a fait du cinéma, avec le bricolage intense du cinéma. Voilà, je voulais le dire parce que cette scène est très révélatrice aussi de pourquoi ces films ne sont pas des films documentaires. Ces films sont des films documentés et où les gens de cinéma se sont mis une race pour que ça soit bien fait, en fait. Et c'est très bien fait. Ça a pris combien de temps pour tourner cette scène ? Pas grand-chose. Une fois qu'on a compris comment on allait faire, le décortiquer, comment on allait faire d'abord bidule, que le bébé, de toute façon, il est là pour 1 heure, pas plus. Donc c'est la star du truc. Dès qu'il arrive, on fait « le bébé est là, vite, vite, la caméra !» Machin, bon. Et qu'on a que « vite, vite, vas-y !» Bon, voilà. Une fois qu'on s'est organisé, c'est bon, c'est pas très long, finalement, parce que le bébé nous impose que ça soit pas trop long. Et c'est vrai que quand le bébé il est fatigué, il s'en va, et que Sandrine, elle doit continuer à dire son texte à un poupon inanimé, en faisant semblant que c'est un bébé, et en mettant là toute la charge émotionnelle. Du reste, comme Élodie Bouchès quand elle rencontre son bébé, le principe est le même. On peut pas dire à Élodie Bouchès, vas-y, tu vas t'effondrer en larmes devant lui, il va se prendre une tonne d'émotions dans la tronche. C'est pareil, c'est-à-dire que elle fait ce truc où elle est absolument déchirante et bouleversante devant un poupon inanimé, et très bien fait. Donc on dirait un bébé mort en fait. C'est vrai, mais c'est leur job en même temps, hein, chacun son job, quoi. Et alors, pour revenir sur ce que vous disiez, effectivement, à un moment donné, c'est là où moi j'avance seule assez longtemps, et à un moment donné où c'est tellement important de ne plus être seule, et c'est là où Gaëlle arrive dans l'écriture, aussi pour aboutir. J'ai pas encore tout abouti, c'est pas encore tout bien, et là j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui m'aide, qui vient avec son œil affûté, son regard, sa sensibilité, et qui va m'aider, qui va m'ôter un mal de crâne. Juste quand moi, je ne sais plus faire de choix, où on est d'accord de dire « bon là, il faudrait un truc comme ça », c'est vrai que c'est arrivé 1 ou 2 fois où, du coup, je propose 2 dialogues ou 2 petites scènes, et je n'ai plus, moi, à faire, je ne sais pas laquelle choisir, je me tourne vers Gaëlle et je dis « tu préfères la robe bleue ou la robe noire ?» Et elle va faire « la noire ». Et là, je me pose plus de questions, et c'est bon, je sais que c'est bon. Voilà, mais je n'avais pas d'exemple précis, mais peut-être que toi, t'en as. Pupi, moi, je le souviens. Enfin, il y a un immense travail de documentation, effectivement, à Brest, et donc tout est déjà très écrit. Moi, ça me paraît assez facile. Pas toujours, parce que d'ailleurs, parfois, les deux, la robe noire est bien, la robe bleue est bien, mais après, oui, dans le récit, on parle beaucoup, on lit ensemble, on lit ce qu'elle a écrit, je l'entends, elle s'entend. Aussi, donc voilà, là, quand on parle de charge émotionnelle, d'une certaine façon, je la reçois. Je peux imaginer, je crois qu'on savait déjà que ce serait Sandrine Kiberlin, Élodie Bouchès, Gilles Lelouch. Voilà. Après, c'est les équilibres, en fait. C'est comment ne pas perdre le lecteur et après le spectateur. Oui, justement, comment on sait, si je sais. On est en train de se planter là, où là, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, il faut réécrire. Je n'ai pas souvenir du tout avec Jeanne. Une des difficultés de Pupi, c'était sur toutes les institutions, c'est-à-dire de quand même raconter la valeur documentaire. Effectivement, c'est du cinéma, mais il fallait aussi pouvoir respecter le travail des éducateurs, des travailleurs sociaux qui prennent en charge, avec le système que Jeanne nous racontait et qui est quand même très très précieux en France, de service public, de tous ces gens à partir du moment donné où une femme accouche sous X, où un enfant va être il y avait plusieurs interlocuteurs et ça passait par plusieurs centres. Et
donc quand on voulait être exhaustive, ou quand Jeanne était très exhaustive pour respecter chacun, voilà, il y a eu un travail. Ce dont je me souviens le plus sur Pupille, c'était peut-être ça, qui demandait d'aller vers le cinéma, c'est-à-dire de synthétiser un peu sans trahir quand même les travailleurs sociaux, les gens de terrain, les gens qu'elle avait énormément rencontrés, qui lui avaient livré toutes leurs histoires. Voilà. Mais c'est assez facile. C'est assez facile, notamment parce que voilà, elle joue. Donc d'abord, c'est très bien écrit. Donc même quelqu'un qui jouerait pas très bien, à mon avis, le texte porte déjà la charge émotionnelle. C'est juste, c'est adressé. C'est assez facile, mais en plus elle le joue, et donc je sais pas, j'ai de bons souvenirs, c'est des moments incroyables. J'ai de très bons souvenirs de Pupille. Et après, je travaille de moins en moins. C'est celui d'après, elle a eu beaucoup moins besoin de moi encore que Pupille, et le prochain, peut-être plus du tout. Non, mais c'est vrai. Les dialogues sont vraiment cruciaux dans tous vos films. Mais un film, c'est vrai que c'est aussi de l'image. Et donc, la question que vous devez vous poser en permanence, j'imagine, c'est comment mettre tous ces mots à l'image, comment on les met en scène, comment on les sublime. Et je verrai toujours vos visages, qui est votre dernier film, et une très belle illustration de ça, je trouve. J'ai choisi là encore un extrait, qui est un extrait où on voit donc 3 victimes, pour les personnes qui n'auraient pas vu le film, 3 victimes de vol avec violence et 3 personnes qui ont été condamnées pour vol avec violence, qui échangent dans le cadre d'un processus de justice réparative. Et donc on a un personnage incarné par Miu Miu, votre mère, qui encore elle, qui craque un peu. Et donc on observe à la fois son monologue à elle et puis toutes les réactions de toutes les autres personnes dans la salle. Donc je vous propose de regarder cet extrait. J'ai très peur de sortir de chez moi, en fait. J'ai peur de la rue, des trottoirs. J'ai de grandes angoisses idiotes que ça puisse recommencer. Parce que moi, j'ai pas changé. C'est toujours facile de m'attaquer. Encore plus qu'avant, même, puisque je suis plus vieille. Au début, j'ai essayé de ressortir sans sac, main dans les poches. Mais en fait, c'était pire. Parce que je me suis dit, s'ils veulent vraiment mon argent, ils vont dire le chercher directement dans mes poches. Ils vont être obligés de me secouer, de me retirer mon manteau. Donc, en gros, depuis 7 ans, je reste chez moi. Mais chez moi, ça va pas trop non plus. Mon appartement, il donne sur la rue. J'ai beaucoup de mal avec les bruits de la rue. Les scooters, les gens qui crient. Alors, je reste plutôt côté cour dans ma chambre. Voilà, c'est comme ça. Et c'est de ma faute aussi. Parce que j'aurais pas dû sortir à cette heure-là. Je suis sortie jamais à cette heure-là, normalement. J'ai traîné chez moi, au lieu de sortir tôt, comme d'habitude. Et puis j'aurais dû lâcher ce sac tout de suite, surtout. Je sais pas pourquoi j'ai pas lâché ce sac. Pour ce qu'il y avait dedans. Et puis, quand j'entends vos histoires, je vois bien que moi, c'est pas aussi grave que ce que vous avez vécu, vous. Je devrais aller bien, puisque c'était pas grave. Les gens me disent... C'est un vol à l'arraché, c'est pas grave. Et je le sais, c'est vrai. J'y arrive pas. Si, c'est grave. Pardon, t'avais pas fini, Sabine. Mais c'est très grave ce qui t'est arrivé. Je sais pas. Bah si. Mais si. Il t'a traîné, il t'a frappé, il t'a passé des mois à l'hôpital. C'est grave. Il t'a cassé les os, fils de pute. Oui. Celui qui fait ça à ma mère, moi je le tue. Alors là, Nicolas va peut-être aussi pouvoir intervenir. Comment, concrètement, on construit une scène comme ça, qui est une scène chorale, avec un monologue qui est extrêmement important, qui est un peu un point de bascule pour ce personnage, mais alors aussi non, tous les c'était autres celui qui... d'après. En fait, le craquage, c'est pas celui-là, si je peux me permettre. Ouais. C'est 2 rencontres plus tard, quand elle craque, effectivement. Mais là, c'est son premier récit, où elle n'est pas vraiment en craquage. Elle trouve qu'elle est nulle, bon. Mais c'est après qu'elle va craquer. Mais donc, c'est pas tout à fait le point de bascule. Pardon, je me permets de... Oui, bien sûr, bien sûr. Disons qu'elle se révèle un petit peu, qu'elle était assez discrète depuis le début du film. Et là, en fait, on voit aussi toute l'empathie que les autres personnages vont ressentir pour elle à ce moment-là.
on est dans un film où c'est principalement des personnes qui parlent dans des pièces et où le dialogue est vraiment moteur de l'action, comme vous le disiez tout à l'heure. Comment vous décidez de travailler la mise en scène, la mise à l'image de ces dialogues? Alors c'est beaucoup d'échanges avec Jeanne. Moi, de mon côté, ce que j'essaye, c'est de ne pas dénaturer ce qui est au texte. Parce que dans Marché, on rigole, mais le réalisateur avec qui Miu Miu parle pourrait être Jeanne. C'est-à-dire qu'elle est très précise sur les dialogues et sur et sur les liaisons et surtout, extrêmement tout. Donc en préparation, on a beaucoup travaillé sur l'évolution de la grammaire cinématographique dans le film, qui est en corrélation avec l'évolution des personnages. Donc c'est beaucoup de travail et de séances de travail tous les deux, où on découpe le film et on va faire évoluer notre découpage par rapport aux personnages. Là, on est dans une scène où il y a 10 personnes, donc c'est assez complexe. J'ai des documents de découpage, on est arrivé très préparé. Et dans ce dispositif-là, on a fait le choix de travailler avec 3 caméras pour ces scènes-là, ce qui n'est pas habituel au cinéma. Mais souvent, on avait 2 caméras qui étaient dirigées vers le comédien ou la comédienne qui faisait son monologue. Et très important, les écoutes, parce que c'est aussi un film sur les silences et sur l'écoute et l'empathie. Et Jeanne voulait capter ces écoutes en même temps que le comédien qui joue. Et donc c'était un dispositif où on avait une caméra qui allait chercher des écoutes et 2 caméras qui filmaient le personnage. Et au fur et à mesure du film, le découpage évolue. Par exemple, au début, les personnages vont plutôt être isolés dans le cadre, et ensuite on va commencer à amener des amorces, à mélanger les gens. Et ça, on le voit pas, mais on le ressent. Et moi, mon rôle, il est là, c'est d'essayer de retranscrire au maximum ce qui est dans le texte, puisque Jeanne est très précise, donc on arrive très préparé, et il y a assez peu de place pour l'improvisation, parce que les questions qu'on peut avoir avant, ou que moi je peux avoir avant, je lui ai posées, je lui ai demandé, et c'est très collaboratif, que ce soit à la façon de filmer. Je lui demandais quelle est l'image juste pour le film. Après, c'est toujours de doser l'esthétisme versus le réalisme. Et pour moi, il n'y a pas de belle image, mais il y a une bonne image. Et là, c'était de savoir comment placer le curseur. Et après, c'est des discussions qu'on a aussi avec le chef décorateur, Jean-Philippe Moreau. Il faut aussi beaucoup penser au son, au costume. Donc c'est très collaboratif, finalement. Oui, parce qu'en plus, ce cercle de rencontre, on le fait en studio. On ne le fait pas dans une vraie prison. C'est un décor qui est censé se passer en prison, dans une sorte de salle polyvalente de prison, salle d'atelier, on va dire. C'était pas très facile de tourner dans une vraie prison, donc c'était plus facile de tourner dans un studio. Mais ça veut dire on a toute la liberté d'inventer vraiment notre salle de rencontre telle qu'on a envie de la voir. Et c'est vrai qu'on a fait une salle assez chaude, vraiment qui était loin d'être moche, avec des belles couleurs. Le sol, moi je tenais vraiment à avoir un sol très coloré, très vivant, parce que je savais que j'aurais des plans comme ça de top shot vus d'en haut où on filmerait. Moi j'adore, je sais pas pourquoi, j'adore les nuques et les pieds, donc les chaussures, enfin bon, on l'entend dans 80 étés, j'ai une obsession pour les chaussures, donc je filme les pieds et je filme les sols et les nuques des gens, beaucoup, et bref, cette salle de rencontre, c'est vrai qu'on l'a faite un peu à notre main, et c'est vrai qu'on a mis des belles couleurs, des couleurs froides mais aussi des couleurs chaudes, et cette liberté est immense. Mais c'est vrai que pour le chef-op, pour le chef déco, c'est beaucoup de travail du coup pour inventer ça, pour que ça fasse très vivant et très vrai. Et c'est vrai que du coup pour chaque rencontre, on savait, il fallait qu'on décide d'une météo aussi, forcément, parce qu'on fait tout. Donc la lumière n'est absolument jamais naturelle, elle est toujours fausse.
Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il fait moche? Est-ce qu'à tel moment, ce serait pas plus intéressant que ce soit une lumière un peu pâle? Un peu tout ça, c'est des choix qu'on fait. Et c'est vrai qu'on arrive, comme on n'a pas énormément de temps, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'improvisation. On a décidé à chaque moment, est-ce qu'on met un petit travelling avant à ce moment-là? Est-ce que tout est quand même bien balisé, je dirais? Oui, après, c'est ta façon de travailler aussi. Mais oui. non, mais moi, j'ai travaillé avec d'autres réalisateurs et réalisatrices où on fait jouer les comédiens le matin en prépa et on décide du découpage au moment venu, mais c'est pas ta façon de travailler. Mais c'est vrai que, par exemple, tu es une des seules à... Moi, j'ai reçu un scénario et quelques semaines avant le tournage, j'ai eu un scénario annoté par Jeanne où normalement donc on a la scène des didascalies et les dialogues. Et là c'est c'est d'autres didascalies très longues où il y a des informations pour chaque technicien par exemple. Chaque chef de poste. Ouais, chaque chef de poste sur les costumes, sur la couleur, sur l'heure qu'il est, sur ce qu'elle veut ressentir sans que ce soit inscrit dans les didascalies. Sinon ça serait trop long. Parce que parfois ma pénombre n'est pas la même que la sienne, le rouge, son rouge n'est pas le même que le mien. Et la salle de rencontre, on a visité pas mal de centres de détention, des vrais. Et je crois que quand on a visité Fleury-Murgis, la prison des femmes, des femmes. En fait, on a vu et on a ressenti quelque chose que le chef décorateur s'est beaucoup inspiré de cette prison, même de la forme, parce que Fleury-Murgis est fait d'une certaine manière, en étoile. Et après, c'est un mélange avec d'autres centres de détention. Mais là, dans le film, on a tourné les scènes de prison donc à Réau, je crois. L'arrivée des victimes qui est vraiment filmée dans un vrai centre de détention à Réau. Ouais. Et après, on est parti à Brie-sur-Marne en studio. Mais c'est vrai qu'après, sur l'horaire, le challenge, c'est d'essayer de retranscrire la lumière naturelle le plus fidèlement possible. Et ça, pareil, c'est des échanges avec Jeanne, avec le chef déco, beaucoup aussi, sur les couleurs. Il y a certaines couleurs qu'on a exclues. Je déteste le vert. C'est vrai, j'ai un vrai problème avec le vert. Et moi, je suis pas contrariante. Sauf si je fais un film sur les sapins, je vais dire écoute, mon vieux, on a un problème. Le chef déco, comme il le connaît bien, plaçait des objets verts exprès dans les trucs pour que Nicolas vienne et les prenne. Mais on parle de rien, on parle d'un truc tu vois, par exemple, comme ça. Il venait, il enlevait le truc vert. On n'a pas fait gaffe au micro, désolé. C'est le vert du Vélib en fait qui m'angoisse profondément. Je sais pas pourquoi. Du Vélib, c'est le... Oui, c'est pas tous les verts, c'est le... Non, c'est certains vraiment verts. ce vert spécifique. Il est ma boule, mais un peu. Il est pas... Et après le découpage, là c'était très précis, mais même le dialogue, c'est-à-dire qu'on a vu Fred Testo, j'ai souvenir d'une scène où il a interjecté des petits bas E. Non, des voilà. Des voilà. Et Jeanne disait c'est très 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 bien, mais tu vas m'enlever tous les voilà. Et c'était drôle, mais ce qu'il disait, le texte c'est je m'appelle Thomas, j'ai 50 ans, je fais ci, je fais ça. Et lui, il disait je m'appelle Thomas, voilà. J'ai 49 ans, voilà. Mais c'est bien. Et donc voilà, la même chose, tout pareil. Mais pourquoi tu as rajouté des voilà? Parce que... Non, mais c'est vrai que si vous avez le scénario, c'est à 100% ce qu'on voit à l'image. Enfin, il n'y a pas de mots qui ne sont pas écrits. Ouais, c'est très précis, il n'y a pas d'improvisation ou d'ajustement pendant le tournage. Gilles a dit putain. Il a rajouté un putain qui est génial dans La colère de Gilles, la colère du personnage de Gilles, qui est l'événement de la 3e rencontre. Il a rajouté un putain qui est super. J'ai adoré ton putain, je lui ai dit extra ton putain. Et donc du coup je l'ai gardé. Mais non, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de trucs qui changent. C'est vrai. Mais on le sent, il y a une musicalité en fait aussi dans le texte. Mais oui, mais voilà, c'est ça.
Mais non, mais merde, c'est vrai. Non, mais c'est drôle, j'en ai parlé avec mon rep il y a pas longtemps, avec mon papa, qui est donc chanteur, et qui me disait, parce que lui, c'est un très bon, moi je pense, un très grand chanteur et un très grand compositeur, mais c'est pas un grand instrumentiste. C'est pas quelqu'un qui a une grande précision. C'est pas William Scheller ou des gens qui pourraient vraiment, sont vraiment des très grands pianistes et tout ça. Mon père, bof, bon, mais il compose quand même. Mais il a une idée très précise de ce qu'il veut. Et à chaque fois, il allait en studio, je m'en rappelle, parce que moi j'étais là aussi, il tombait sur des musiciens qui étaient évidemment des musiciens, des grands instrumentistes qui devaient jouer ce que mon père avait composé. Et il jouait ce qui était composé, mais il changeait 2-3 trucs quand même. Et mon père, je l'ai vu, mais 100 fois dire... Excuse-moi, tu peux jouer les notes, s'il te plaît. Il ne le dit pas sympa comme ça. C'est moins sympa quand il le dit. Mais, et des fois, il ne sait pas lui-même ce qui n'est pas joué correctement. Mais il dit, mais tu joues pas exactement ce que j'ai écrit. Il dit, si. Non, tu ne joues pas vraiment ce que j'ai écrit, je crois. Je ne sais pas te dire où, mais si. Et donc, je l'ai vu partir 1 heure rebidouiller lui pour dire ok, c'est ça que tu fais différemment, ah oui mais ça en termes de gamme chromatique c'est mieux de le faire différemment, et dire non mais joue les notes s'il te plaît, et en fait on s'en est parlé la dernière fois, et en fait c'est un peu ce que je me dis aussi, c'est-à-dire que ces voix-là ils sont très sympas mais ils m'intéressent pas, en fait la partition avec tous les voix-là qui viennent se rajouter c'est une autre partition et c'est pas non, puis en prépa tu me disais la préparation est faite pour ça. Chacun propose et tu tranches et après on avance parce qu'il faut tenir un planning, il faut tenir tout ça. Mais moi là mon rôle, j'ai vraiment souvenir je suis physiquement la personne sur le plateau qui est la plus proche du comédien, et donc moi j'essaye de retranscrire au mieux la première prise. J'ai eu des émotions à chaque fois les premières prises, la deuxième c'est ce qui se joue donc ça va. Mais j'essaye au mieux de retranscrire ça, et c'est vrai que Jeanne là-dessus donne sa confiance, parce que là, si on tourne à 3 caméras par exemple, elle va pouvoir regarder une image mais pas les 3 images en même temps. Donc elle s'entoure de gens et elle va leur faire confiance pour aller capter la main par exemple de Miu Miu qui raconte beaucoup, qui touche le bâton, qui est aussi forte qu'un gros plan sur un visage. Et c'est vrai qu'une fois qu'elle a fait confiance, elle fait confiance à son équipe. Mais c'est vrai, cette histoire de confiance est très importante, parce qu'en plus, je trouve que dans tous les petits endroits de compétences que nécessite ce métier de réalisatrice, il y a des endroits où je me sens assez en confiance. Je me dis, ça je sais faire, diriger un acteur ou écrire ou avoir un avis précis sur le découpage, ou voilà, quelle focale, là, qu'est-ce qu'on fait, plutôt caméra à l'épaule, ça je me sens plutôt à l'aise. La lumière, c'est pas que je suis une bille, c'est un peu comme mon père instrumentiste, quoi. Je suis mais nulle, c'est-à-dire que je serais incapable d'éclairer moi personne. Si on me dit voilà t'es un acteur, éclaire-le, je saurais pas quoi faire. Peut-être une lampe torche en disant ça fait un style sur tout un film, mais donc je suis obligée de faire confiance à mon chef opérateur. Vraiment, je ne peux que lui dire vas-y toi, parce que toi tu sauras vraiment transformer en techniquement ce que je veux, et je ne suis pas précise, et du coup on va vraiment être obligé de fonctionner sur donne-moi des refs, je peux pas lui dire mets une mandarine comme ça à 50 et puis le machin, déjà je dis n'importe quoi, mais c'est vraiment ça. Donc là ce truc de confiance, je m'en remets vraiment à mon chef opérateur. Il faut qu'il ait compris la sensation, effectivement, qu'on ait dosé le bon curseur entre ultra naturaliste ou pas, à quel point on fait quelque chose qui est un tout petit peu plus joli que le réel ou pas du tout, à quel point on veut que les peaux des acteurs soient, voilà, à quel point on se dit non, les actrices on veut qu'elles soient pas maquillées, qu'elles sont un peu moches parce que ça fait réel, et en fait c'est pas vrai. Enfin, tout ça c'est des choix qu'on fait en amont, et après je dois faire confiance, et j'ai vraiment pas regretté. Pour le dire, c'est une de mes, je vais le dire, autant sur Pupille j'en ai un peu chié avec mon chef op, c'était pas très cool, autant j'ai adoré travailler avec Nicolas, parce que lui aussi il est très 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 précis, sensible à l'écoute, et c'est quelqu'un qui se met au service du film. Et vraiment, le film lui doit beaucoup. Merci.
On va passer ensuite peut-être aux questions du public. S'il y en a, je voulais quand même finir par vous parler de direction d'acteur. Vous en avez parlé un petit peu, mais justement à ce niveau-là, quel est le degré de précision avant de démarrer le tournage et de dire action? Quel est le processus pour amener les acteurs là où vous voulez les emmener? Je pense qu'évidemment, le casting, c'est pas très original de dire ça, mais c'est une grande partie de la direction d'acteur de trouver les bonnes personnes pour les personnages. Et puis moi, c'est vrai que je m'entoure d'acteurs qui sont souvent des acteurs, enfin toujours des acteurs professionnels et si possible des très bons acteurs. Justement parce que comme moi, je les dirige pas en disant fais à ta sauce, les mots sont écrits, mais dis les mots que tu veux. Enfin, non, je leur demande un peu plus comme une façon de faire au théâtre, de respecter la partition. Et c'est un peu sacré au théâtre. On n'a pas le droit de changer les mots, en fait, du tout. On doit se les coltiner, les mots, et incarner ça, et leur donner vie, et leur donner la vérité. Donc c'est aussi le travail que je fais avec les acteurs. Et après, comme chaque acteur, comme l'activité du jeu est assez mystérieuse, que c'est un mélange d'abandon et de contrôle, comme chaque acteur a sa façon de faire, qu'entre Miu Miu, ma mère qui n'a jamais qui n'a jamais fait d'école, qui a appris vraiment sa méthodologie, sa façon de faire, et Suyane Brahim qui est à la Comédie Française et qui joue des textes et qui a fait le conservatoire avant, etc. Comme à la fin, ils sont tous extraordinaires, mais ils n'ont pas la même cuisine, ils n'ont pas la même façon de faire. Et c'est vrai qu'il faut s'adapter à chacun un petit peu, et aussi les amener à s'adapter à ma façon de faire. L'essentiel, quand même, avec des acteurs, vu que je ne les prends pas que pour leur nature profonde, mais aussi pour leurs compétences techniques, les deux, en fait. S'il faut créer un lien de confiance, voilà. De confiance, les acteurs ont besoin d'être vus, d'être regardés, d'être vus, et parce que eux, ils vont se lâcher, et il faut qu'ils sentent en face quelqu'un qui leur fait le dire, tu peux te lâcher avec moi, si c'est bien, tu peux me faire confiance, je vais te dire que c'est bien, si c'est pas bien, tu peux me faire confiance. Je vais te dire que ça va pas encore, qu'on n'y est pas encore. Ce lien de confiance qui est à la fois de mettre en danger des gens, parce que c'est eux qui vont se mettre tout nus, c'est eux qui vont pleurer, c'est eux qui vont se jeter de la falaise et tout ça, et dans le même temps de porter assistance à personne en danger alors que c'est moi-même qui les ai mis en danger, c'est ça. C'est mettre en danger et porter assistance à personne en danger, leur donner du confort de jeu. Quel est ton confort de jeu? Il y en a, c'est beaucoup de blabla, beaucoup d'enveloppement, moi je suis assez maternante, en plus maternelle, donc, mais il y en a, c'est attends, moins, pas trop. Et il faut s'adapter à chacun. C'est vrai, et là, ta demande même en préparation était que l'environnement technique ne vienne pas gêner ou empiéter sur le jeu des comédiens. Et je me souviens d'une phrase dans ton scénario annoté qui était que les visages des personnages étaient les paysages du film et qu'on se devait de respecter ça. Et donc après, c'est en cascade et chaque technicien va respecter le travail du comédien qui là est l'essence même du film. Et donc c'est par exemple le choix de filmer certaines scènes à 2 caméras en champ contre champ en simultané, qui naturellement au cinéma n'est pas habituel, puisque c'est plus compliqué techniquement. Mais là encore, en préparation, je lui dis, Jeanne, si on place le bureau ou le décor de telle façon, pour moi, ça sera beaucoup plus simple. Donc elle l'entend. Et après, c'est à nous, techniquement, de jouer le jeu pour que les comédiens, comme tu dis, soient le plus en confiance possible pour délivrer ce qu'il y a à la fin à l'image. Ouais, puis en plus c'est pas de la gaudriole ce qu'ils doivent jouer, ils doivent vraiment aller chercher des trucs un peu forts. Donc c'est vrai que et Nicolas qui est le chef de poste qui a le plus de gens en fait, parce que le chef opérateur, comme c'est très militaire et hiérarchisé tout ça, le chef opérateur est aussi le chef des techniciens, des machinistes, des électros, etc. Il a beaucoup de gens entre guillemets sous sa commande, sous sa direction, et c'est l'équipe la plus silencieuse du monde. C'est même un peu flippant. C'est-à-dire que l'équipe, ils communiquent vraiment, en plus maintenant qu'avec des espèces d'oreillettes, donc il n'y a même pas « Oh Roger, viens voir, tu peux, machin ». Non, c'est vraiment d'un silence. Je crois que j'ai fait 4 blagues ou 12 blagues pendant tout le tournage, tellement des fois c'était un peu... Mais après on construit aussi son équipe technique en fonction du réalisateur et du sujet.
Moi, je suis quelqu'un de plutôt discret, donc je m'entoure de gens qui sont un peu comme moi. Je suis pas très expressif, mais c'est vrai. Mais non, c'était un tournage assez, c'était studieux et très doux, respectueux, mais joyeux. Enfin voilà. Du coup, Ouais. on entendait bien les blagues de Fred Testo. C'est ça, qui est très drôle. Je crois savoir que vous employez des mots différents pour dire moteur, action, tout ça sur le tournage. C'est une blagoune. C'est le premier jour. Premier jour, oui, je crois qu'on avait dit câlin, non, mode bisou, je sais plus. Pour dire action, oui, c'était pour mettre une bonne ambiance. Premier jour. Puis comme pour une fois, c'était ni une séquence qui parlait ni de viol, ni de braquage, ni de trucs. Évidemment, si c'est direct le monologue d'Adèle Exarchopoulos qui raconte ses viols, bon, bisous, c'est pas terrible. Mais comme là, c'était léger, ça allait. Je crois qu'on a le temps pour quelques questions. Et je crois qu'il y en a pas mal. Ouais. Alors on va faire passer un micro. Là, je crois que... Allô, là. Ah, la première est ici, d'accord. Merci pour votre rencontre extraordinaire et fabuleuse. On en apprend beaucoup sur les métiers du cinéma. Ça permet d'avoir des infos, pas forcément devant, mais également derrière l'écran. Ma question, c'est pour Jeanne. Alors, elle va être très brève. C'est est-ce que, comme beaucoup ou la plupart des réalisateurs, passe aussi par un storyboard qui est un autre découpage du scénario, ou est-ce que l'équipe se contente du scénario à noter, je pense notamment au chef-op ou au chef déco. Enfin, est-ce que vous êtes arrivé de storyboarder vos scénarios ou un scénario particulier ? Écoutez, pas beaucoup. En fait, c'est pas si fréquent que ça, les storyboards au cinéma. Il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui le font. Il doit y avoir Jeunet, Besson, peut-être. C'est souvent sur les scènes. Mais moi, je l'ai fait pour quelques scènes d'action, en fait. Quand les scènes, on se dit, il va falloir vraiment avoir toute la matière possible. Et souvent, les scènes d'action, entre guillemets, par exemple, dans Elle l'adore. Scène d'action. Ouais, quand il y a les explosions. Non, quand la jeune femme mourait écrasée pour une victoire de la musique, il fallait bien que j'ai tous les plans. Il y avait une bagarre, etc. On sait qu'il va falloir avoir tous les éléments pour que ça soit bien. Donc, pour pas oublier, on fait un storyboard. Effectivement, ça m'est arrivé sur 10% aussi. Pour certaines scènes où j'avais un peu les foies et où je me disais, il faut vraiment pas que j'oublie des plans. Il faut pas qu'on oublie la réaction de bidule, le plan large de truc, cette version-là, cet angle-là, ce truc-là. Donc là, oui, un petit peu de storyboard. Mais c'est pas... moi, je fais des croquis horribles. Parce que je sais pas du tout dessiner. C'est vraiment horrible. Mais je fais pas de storyboard. On faisait des plans au sol. Oui, on fait des plans au sol. Ouais. Et oui, souvent, c'est plutôt quand il y a... Ça dépend des réalisateurs, mais quand il y a beaucoup d'effets spéciaux aussi pour pouvoir budgéter les effets. Parce que ça coûte très cher. Et ou les séquences dangereuses pour pouvoir sécuriser tout ce qui va se faire. Mais là où c'était plus des plans au sol. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est un plan au sol ? C'est, vous voyez par exemple un plan de votre maison, donc c'est le même plan, et on va placer les personnages et leurs déplacements, et on va écrire chaque plan et chaque angle de caméra pour, là par exemple, voir quel plan on pouvait faire en même temps. Et surtout, et là, l'assistante réalisatrice, ça lui permet aussi de quantifier le nombre de plans qui vont être dans une journée. Et pour anticiper en préparation, de dire, là, elle va nous dire, j'ai prévu 6 heures sur le monologue de Miu Miu, combien d'axes on a, combien de plans, et après, on sait à peu près combien de prises ça va nous donner. Et ça permet a 1 heure pour faire tel axe, on a eu 45 minutes pour faire tel truc, etc. Ouais. Et là, un plan en pied, ce serait... c'est ça. Ce serait, moi, je ferais là comme si on voyait du dessus. Donc, je mettrais 4 petits ronds. Et après, on découpe. Et après, on met des axes comme ça. Et c'est vrai que ça paraît bizarre, mais ça permet, par exemple, quand on tourne une scène dans une rue, dans un axe, et ça permet de savoir que les camions, on va les mettre, il y a 30 camions, on va les mettre dans un côté, et si on veut se retourner, et tout c'est pour anticiper en fait, parce que tout est extrêmement précis et militaire. Je crois qu'il y a une autre question là-bas, ouais. Bonsoir Madame Herry, je me nomme Léo et je suis très fan de votre filmographie. J'adore particulièrement Pupille et Je vais être au visage.
Et il y a un truc dans ces deux films qui m'a particulièrement marqué, c'est Gilles Lelouch. Je trouve que quand il est dirigé par vous, il offre des merveilles en termes de performance. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire de Gilles Lelouch un peu votre acteur fétiche en quelque sorte? Merci beaucoup déjà. Je vous reconnais. Qu'est-ce qui m'a donné envie? En fait, c'est quand j'écrivais le rôle de l'assistant familial pour Pupille. C'est vrai que j'ai tout de suite pensé à Gilles Lelouch alors que je le connaissais pas et que pour moi, enfin, je sais pas, je cherchais quelqu'un comme ça de très viril et qui incarne, qui a beaucoup incarné ou qui incarne toujours d'ailleurs dans le cinéma une masculinité très virile comme ça. Je me dis bon, quitte à mettre un mec pour s'occuper d'un tout petit bébé, autant que ce soit le mec le plus viril de France, c'est plus marrant. Et évidemment qu'on a plus vu jouer voilà, les flics, les gangsters, un peu tout dans des partitions plus nerveuses qui correspondent aussi à Gilles, à une partie de lui-même qui est très nerveux, mais moi c'est aussi quelqu'un qui est assez tendre. Et j'avais aussi envie que le bébé se sente très bien dans ses bras et qu'on se dise pour le bébé, parce qu'on le voit vivre un moment pas marrant de sa vie, il naît et puis à peine arrivé parmi nous, sa maman dit moi c'est sans moi. Donc je voulais que passer ce petit choc qu'on va avoir nous d'empathie, on se dise mais il va dans les bras de lui, il va être bien. Comme un bon fauteuil confortable, je sais pas, quelque chose de solide. Et comme Gilles était très à l'aise avec les bébés, ça c'était quand même une interrogation que j'avais parce que c'est difficile à apprendre, c'est comme danser ou n'importe quoi. Il fallait qu'il y ait quelque chose de charnel avec ce bébé, d'évident, de se dire il est bien. Et de fait, les bébés, puisqu'il y en avait plusieurs, étaient très bien dans les bras de Gilles. Et comme il n'y avait personne d'autre qui avait le droit de porter le bébé, à part les parents du bébé et Gilles Lelouch, pour pas multiplier, c'était pas un paquet non plus qu'on allait ce machin. Donc, voilà, c'est pour sa tendresse que j'ai toujours perçu, et pour sa virilité, sa masculinité assez débordante comme ça, je l'ai pas regretté parce que c'est un acteur aussi très précis et qui, je pense, a été ça lui a plu d'aller mobiliser ces endroits-là qui mobilisent moins dans les autres films. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonsoir. C'est là. Ah oui. Bonsoir. On a beaucoup parlé de liens. Et je verrai toujours vos regards, vos visages, pardon. Vous n'êtes pas la seule. Personne ne retient ce titre. Très bon titre que j'ai moi-même trouvé. Je pense que c'est un film important. En tout cas, pour moi, il l'est parce que c'est peut-être la première fois que quelqu'un a réussi à donner à voir ce que c'est qu'une procédure. Pas comme un truc désincarné, techno-administratif, mais justement au travers de personnes qui mettent en œuvre un cadre et qui protègent. Et je trouve que c'est rarissime, en fait, de montrer ça au cinéma, et de le montrer tout court, d'ailleurs. Et ma question n'a d'ailleurs rien à voir. C'est que je voulais savoir quelle différence il y a pour vous, s'il y en a une, entre... réaliser un film comme ça et tourner une série comme 10%, où vous n'avez pas le contrôle, je dirais, de toute la chaîne. Donc pourquoi faire une série comme ça? Est-ce que c'est pour changer d'air et de muscles, ou c'est comment c'est arrivé dans votre parcours? Merci déjà pour ce que vous avez dit. Et moi aussi, je suis comme vous, les protocoles... les cadres, pour moi, quand ils sont bien pensés, et souvent, en fait, je les trouve assez bien pensés, ça protège beaucoup et ça libère. Et c'est des protocoles qui sont faits
avec un grand degré de civilisation et d'humanité, moi je trouve la plupart du temps. Donc pourquoi une série ? 10% précisément parce que c'était juste après Elle l'adore et qu'on me l'a proposé et que j'avais envie de me muscler en tant que réalisatrice, que c'était une opportunité super, que la direction artistique ne venait pas de moi, elle a donc été donnée par Cédric Lapiche, Antoine Garceau et Lola Doyon, qui étaient les 3 premiers réalisateurs de la première saison. Donc moi j'arrive dans un endroit où je dois me mettre dans les pieds, de chausser les baskets de quelqu'un d'autre, épouser une direction artistique que je n'ai pas choisie, des décors que je n'ai pas choisis, un casting que je n'ai pas choisi. Tout ça est assez exotique et c'est super. C'est un super exercice. La partition, elle est très bien écrite. 10%. Moi, j'adore les scénaristes de 10% et la créatrice Fanny Herrero. Donc, c'était comme un petit exercice de style où j'ai pu continuer à faire mes gammes et à apprendre et à me muscler comme réalisatrice. D'ailleurs, vous avez aussi travaillé sur Mouche, qui est l'adaptation de Fleabag et qui a un style visuel déjà préétabli, en fait, la version originale, et qui est très spécifique. Comment on s'immisce là-dedans Pareil. En fait, j'aurais pu en réaliser peut-être un peu autrement. Il se trouve que j'ai... Et en même temps, comme c'est quelqu'un qui s'adresse tout le temps à la caméra, à un moment donné, il faut bien la filmer, hein, vu qu'elle s'adresse à nous. Pareil, c'était un exercice de style un petit peu que de reprendre cette partition anglaise que j'ai donc traduite. J'ai écrit très peu de nouvelles scènes. J'en ai écrit un petit peu à la demande des producteurs. En fait, je trouvais c'était plus comme une démarche de mise en scène au théâtre. C'est-à-dire, je trouvais la partition tellement géniale. Elle avait été créée par une troupe anglaise formidable. Les Anglais ont vraiment un vivier d'acteurs qui est incroyable. Les Français aussi. Donc, je m'étais dit, la partition est super. Je vais faire mon Fleabag à moi, un peu francisé, mais pas trop, avec des super acteurs. Et le fait est que les acteurs étaient géniaux. C'est fait exprès, hein. C'est compotisé. Et voilà, donc oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, excusez-moi, ce sera la dernière question, désolée. Mais oui. Anaïs, c'est à toi de... Ouais, là-bas. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette rencontre super intéressante. Merci beaucoup pour votre travail, Jeanne Herry, c'est incroyable. Merci à vous. Ma question à la base, c'était justement par rapport à 10% et les séries. Et c'était pour savoir si vous prévoyez d'en faire une nouvelle ou plus globalement, quels étaient vos projets futurs ou les projets en développement desquels vous pouvez parler, bien sûr. Et voilà. Merci beaucoup. Une série, pour le moment, pas trop. Je me suis posé la question pour le prochain projet parce que j'ai une matière qui est assez... dense et que j'ai le désir de raconter un personnage vraiment qui se déploie sur une dizaine d'années. Donc je me suis posé la question. Mais en fait, on s'est dit avec mes producteurs qu'on préférait vraiment le cinéma pour le moment, qu'on avait on avait encore un crédit dans la machine pour faire un autre film, qu'on aurait peut-être, si le scénario est à la hauteur des espérances, pas trop de mal à le financer, et que faire du cinéma, c'est vraiment génial en fait. Non, mais c'est vrai, c'est génial. C'est magnifique. Et c'est magnifique de voir des salles remplies, de faire venir des gens, de partager. Il y a quand même ce truc de partage. Moi, j'adore les séries et binger des trucs. Je trouve ça génial aussi. Mais là, se réunir dans des salles de cinéma, et rire ensemble et pleurer ensemble et être intéressé et être captivé par une même image au même moment à l'instant T, je trouve que ça reste quand même quelque chose que moi, je trouve... un peu inégalable en fait. Donc on profite. Donc j'essaye d'écrire mon prochain film et j'espère. Voilà, je suis en plein dedans. Merci beaucoup. Je crois qu'on doit s'arrêter là. Merci beaucoup.